Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, j'espère que ça va bien. Bonjour. Bon, je vais pas tarder à commencer parce que j'ai un retard de 10 minutes. Je vous présente mes excuses. J'ai eu un problème d'Internet. Il a fallu débrancher, rebrancher, tout ça, tout ça. Donc, en tout cas, aujourd'hui, on va passer donc au concret, puisque je vais quand même vous montrer comment on peut se nourrir au Gabon avec maximum 1000 francs par jour, ce qui fait un budget sensiblement pour une famille de 5, donc 2 adultes et 3 enfants. Si vous m'entendez, faites-le moi savoir, s'il vous plaît. Voilà, parce que une fois que je vais passer à l'autre écran là, je ne sais pas comment comment faire. Une fois que je vais passer à l'autre écran, je ne saurais plus quoi faire pour revenir. Donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on va commencer aussi le fait de se réapproprier de notre médication. Donc, j'ai envie de finir avec l'autosuffisance alimentaire pour passer au pilier, en fait, de se réapproprier notre médication. Donc, on va passer, on va voir un peu les alternatives et pourquoi est-ce que notre santé, je pense que c'est un génocide silencieux qu'est notre alimentation riche en gluten, en caséine, en conserve et tout ça. Et puis, on va aussi voir les choses que l'on a chez nous qui sont assez étonnantes puisque on a nos propres végétaux que l'on néglige, qui ne coûtent rien. Il suffit d'aller en brousse et les avoir et on peut faire notre pain avec, on peut faire notre farine avec. Donc, sur ce, je vais commencer, d'accord? Et vraiment, je vous présente encore mes excuses pour le retard. Comme vous savez, ça va être assez linéaire. Mais je vous dis déjà que, comment dire, il y a un lien entre la consommation de l'eau et la manipulation des masses. On va voir tout ça au début de la médication. Pourquoi est-ce que je déconseille de boire, par exemple, l'eau du réseau public? Pourquoi également je déconseille d'arroser les plantes avec ça? Et après, on va voir comment est-ce que chacun d'entre nous peut faire son eau potable. D'accord? J'avais déjà donné quelques indices puisque j'ai mis plusieurs vidéos sur la page publique. Donc, on va commencer sans plus tarder. Alors, on en vient à la dernière partie. Il faut juste pas que je me trompe ici. Je pense que c'est comme ça que je dois faire. On va aller un peu à 75%. C'est nul. Comment je fais pour... C'est là. Ajuster la page en mode lecture. Voilà. Voilà, en mode lecture. Donc, dans notre alimentation, on a des allergènes. D'accord? Ces allergènes-là, on va commencer donc par le gluten. Il faut comprendre que le gluten, il orchestre 20 fois plus de désordre dans notre organisme parce que c'est quand même une association de longue chaîne d'acides aminés. Ça va détruire donc la muqueuse intestinale. Et si vous voulez tout savoir, le gluten, là, c'est comme une colle. Et dans, dans les allergies, il faut savoir il y a des personnes qui sont prédisposées à avoir des allergies plutôt que d'autres parce que c'est une affaire d'ADN. C'est pour cela que je vous dirais toujours privilégiant de consommer local parce que où vous êtes, quand j'ai étudié les plantes médicinales, on nous disait où se trouve l'homme se trouve aussi son remède. Donc, aujourd'hui, on fait une consommation excessive de gluten, de caséine, alors que ce sont des choses qui vont dénaturer notre ADN et affaiblir notre système immunitaire. À savoir que toutes les personnes qui ont des allergies alimentaires ont forcément un intestin perméable. Ça veut dire que ces molécules-là, au lieu d'être assimilées facilement, vont donc se balader dans notre corps comme ça. Et le corps va réagir en sécrétant des anticorps. Sauf que comme le corps ne sait pas faire la différence entre le gluten et ce qui ressemblerait au gluten,
vous allez remarquer que une personne qui fait des allergies au gluten va aussi faire des allergies dans autre chose que le gluten. Et parce que tout simplement, les mêmes anticorps vont s'occuper du gluten et de ce qui va ressembler au gluten. Donc, ça peut emmener à une chaîne sans fin. OK? Depuis les années 50, à cause de la consommation, de l'état de consommation, les laboratoires en fait qui font des semences ont décidé de modifier le blé, ce qui fait que ils ont rajouté des chaînes au blé. Ils ont rajouté des chaînes au blé et aujourd'hui on a 400 fois plus d'incidence sanitaire que dans les années 60. C'est ça. 400 fois plus là, c'est vraiment énorme. C'est-à-dire que le gluten va jouer sur les problèmes cardiovasculaires. On parle souvent du sel, mais il n'y a pas que le sel. Le gluten va jouer sur l'hyperactivité des enfants. Le gluten va jouer sur les problèmes d'articulation, des douleurs articulaires. Ça va jouer sur le stress, l'anxiété, tout ça, parce que ce que notre organisme ne digère pas, malheureusement, il nous le ressort d'une manière ou d'une autre. Et il faut savoir que le tube digestif, ça va de la bouche jusqu'au côlon. Donc, s'il y a une partie du tube digestif qui a des problèmes, ce n'est pas forcément, comment je vais dire ça, ce n'est pas c'est pas quelque chose que l'on peut séparer. Si vous avez un problème à la gorge ou à l'œsophage, en général, c'est tout le tube digestif qui a un problème parce que un problème que l'on trouve dans le côlon, en général, ça ne vient pas vraiment du côlon. Si vous regardez, ça va avoir un trait avec l'intestin, avec, ok, le côlon, c'est la fin de l'intestin, mais ça peut être avec l'estomac. En général, même les cancers du côlon commencent comme ça, les douleurs d'estomac, douleurs d'estomac. Donc, je vous dis, c'est quelque chose que l'on néglige énormément et il est temps qu'on se réapproprie aussi nos farines. Mais toi, tu avances ou pas? Voilà. On connaît par exemple l'amarante, on l'appelle aussi le folon. Les Aztèques l'utilisent depuis des centaines et des centaines d'années là pour faire leur farine. C'est quelque chose qui est complètement nourrissant pour nous. En général, on ne mange pas les graines d'amarante puisque je me souviens moi-même hein, quand on cueillait ça, ça poussait sauvagement. On prenait juste les feuilles et puis on laissait ça. Alors que ça, c'est très nutritif. Vous allez voir. Pourquoi ça ne descend pas? Je suis perdue. On a tout ça chez nous. On a cette amarante-là, on a celle-ci, on a celle-là aussi, j'ai déjà vu ça. Vous mangez le folon pour les feuilles, comme c'est des épinards, mais maintenant vous savez que vous pouvez faire votre farine avec et c'est très simple. D'ici demain, je pense que vous aurez une vidéo là-dessus sur la page publique La Bienheureuse du Terroir avec un petit dé. Voilà. Donc ça, c'est la farine d'amarante. Pour la faire, c'est très simple, hein. Vous prenez comment on va dire, les cheveux ou les doigts, là, vous les faites sécher. Après, vous tapez, vous avez des graines. Ensuite, vous allez les moudre, comme on ferait avec le poivre ou autre chose. Vous allez les séparer même au vent et vous allez utiliser pour faire votre pain, vos galettes, ce que vous voulez. La valeur nutritionnelle, si toi, tu veux bien remonter. Voici la comparaison entre la farine d'amarante, le blé, le maïs, le riz, l'avoine, le quinoa, l'épeautre. Donc l'amarante n'a pas de gluten et regardez, en protéines, là, vous avez 15,80, c'est-à-dire que c'est le boss. En termes de farine, là, ça fait mieux que tout. En protéines, en lysine, en fibres, en calcium. En calcium, regardez, 214, vous n'avez vraiment pas besoin de prendre du lait de vache. Avec votre farine d'amarante, là, c'est vraiment super. En matière grasse, vous en avez en fer, vous avez 9 alors que les autres sont assez bas. Et le quinoa est à 8. Maintenant, pour la farine de coco, que vous pouvez aussi faire, on peut faire la farine avec le coco, avec les taros qu'on appelle arrowroot. C'est très consommé en Afrique de l'Est. Avec, c'est vrai qu'il y a le riz, mais le riz va amener d'autres problèmes, hein, même s'il n'y a pas de gluten. Donc, je suis vraiment pour que l'on reste dans notre environnement. La farine de manioc, elle existe bel et bien, on la connaît, mais je la déconseille parce qu'elle est trop riche en amidon et que ça fait juste la colle pour les boyaux et ça rend vraiment difficile la digestion. C'est pas ce que l'on veut, d'accord? Alors, et tu descends, toi? Quand vous voyez, en fibres, c'est très riche par rapport aux autres, au sang d'avoine et tout ça.
Comme on va commencer avec le fait de se réapproprier notre médication, ce sont des exemples. Je pourrais vous donner le PDF après que vous allez pouvoir regarder à tête reposée. Voilà. Alors, maintenant pour le lait, je vais vous dire. Le lait, donc, le lait végétal est le meilleur pour nous parce que le lait de vache, il est très loin de la constitution du lait maternel. C'est le lait de coco qui, dans le monde entier, va être le plus proche du lait maternel. Il va avoir le même équilibre au niveau des lipides, au niveau des glucides, au niveau de tout ce qu'il faut. Voilà. L'eau de coco simplement est très proche et utilisée comme substitution du lait maternel dans certaines civilisations quand la maman n'arrive pas à avoir beaucoup de lait par exemple. Et juste en aparté comme ça, le lait de coco, l'huile de coco pour les femmes qui sont enceintes, c'est vraiment génial pour fortifier le système immunitaire de l'enfant, pour faire en sorte aussi que la maman quand elle accouche, elle ait beaucoup de lait et également qu'elle ait beaucoup moins de douleurs au niveau des articulations, au niveau du dos notamment. Voilà. Pour faire son lait végétal, c'est très simple et vous avez les vidéos sur ma page, sur la page publique La Bienheureuse du Terroir. Ça, c'est une recette. Hein, 75 centilitres de lait végétal, là. Pour ça, vous avez besoin de 100 grammes de graines. Mais vous pouvez faire le lait végétal avec les noix de cajou, avec les arachides fraîches, avec le soja, avec les amandes, avec plein de choses, avec même, on va voir plus loin le souchet. Bon, par contre, si il s'agit d'un régime, on va voir si possible minéral, je vais voir ça plus tard, mais c'est pas obligé. Vous pouvez juste prendre de l'eau potable et vous allez faire cette recette-là. Si vous voulez que ce soit crémeux, vous mettez 500 centilitres, 50 centilitres ou 500 ml d'eau au lieu de mettre 75 quoi. C'est ça. C'est complètement simple. C'est-à-dire que chez vous, là, vous n'êtes pas obligé d'avoir le lait de vache. Vous pouvez faire vos yaourts avec du lait de coco ou du lait de soja. Je vais mettre plusieurs recettes là-dessus. Aujourd'hui, ça se fait très, très bien. Vous pouvez vous passer de ça. Donc, réduire aussi le budget et la cherté de vie chez nous en utilisant juste les matériaux locaux, en devenant locavore. Alors, le souchet. Le souchet, je pense que la première fois que je l'ai vu, c'était à Port-Gentil. Ouh là là. C'était à Port-Gentil. Mon frère m'avait invité en vacances là-bas et il m'avait emmené manger les trucs de gambas, les brochettes de gambas quelque part. Le terrain était sableux, mais il y avait un peu de limon là-dedans. Et j'ai vu ça. On passait au travers, donc ça blessait. Ok? Ben ça, aujourd'hui, c'est aux yeux des nutritionnistes, le souchet, la tubercule de souchet va vous donner le meilleur lait végétal. Ça va être beaucoup mieux, mais complètement mieux que le lait de vache, que tout ça. Et ça, on le voit sauvagement chez nous dans les prairies qui sont un tout petit peu marécageuses ou sableuses. Regardez. Donc ça, en fait, c'est tout petit mais c'est pas comme une tubercule de manioc, mais c'est tout petit, mais sa famille, euh, comment on va dire, sa famille biologique, ce sera celle-là, sa famille botanique, ce sera celle-là. Voilà. Donc, vous pouvez faire juste mettre ça dans votre mixeur avec de l'eau, vous aurez un très bon lait ou vous faites sécher et vous allez réhydrater plus tard et consommer au jour le jour. Un lait végétal, là, ça se consomme à peu près 2 à 3 jours. Voilà. C'est ça. Donc, vous le faites pour 2 à 3 jours. Et puis, en général, 75 centilitres, c'est quelque chose qui va se consommer dans la journée facilement. OK? Dans la journée, genre le matin, le soir. Le manioc. On sait bien que le manioc est souvent trempé parce que le manioc contient du cyanure et patati et patata. C'est vrai. Mais aujourd'hui, le manioc qui pose un problème, c'est vraiment celui qui n'a pas de fibres à l'intérieur. Je me souviens que maman me disait que avant notre manioc chez nous, il avait une couleur un peu grisâtre et il y avait beaucoup de fibres. Mais une mode est venue du Congo où on faisait du manioc tout blanc sans fibres dans les années, vers le milieu des années 1960, comme ça,
60, oui. Et à partir de ce moment-là, tout le monde a voulu faire du manioc au bamba complètement blanc et tout. Sauf que malheureusement, ce n'est pas très nutritif. C'est de l'amidon pur dur et ça provoque beaucoup de problèmes de constipation qui engendrent à force donc des inflammations au niveau du côlon qui vont déclencher un cancer. D'accord? Donc, le manioc, nous, qu'est-ce qu'on faisait à la maison? Quand j'allais voir mes parents à OIM, on faisait le plein de manioc d'OIM parce que celui-là, il a des fibres à l'intérieur et qu'il va être beaucoup plus facile à digérer que le manioc qui va être tout blanc, blanc, blanc. Si vous voulez faire votre manioc blanc, 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 il n'y a pas de problème, mais laissez les fibres ou broyez-les et rajoutez-les pour qu'on ne les sente pas. Vous pouvez les broyer, il y a des machines aujourd'hui, mais c'est ça. Donc, je dis encore que le manioc qui est purifié, c'est pas le meilleur pour notre santé. On peut aussi voir dans certaines civilisations en Amazonie font du couscous de manioc, comme la tchéké, mais la tchéké, encore là, ils enlèvent des fibres. Alors que en Amazonie, chez les Indiens, ils font leur attiéké, mais ils gardent les fibres là-dedans. Et ça va être vraiment bon parce que c'est déjà, en plus, c'est pré-cuit, donc ça va être facile pour l'alimentation. La meilleure manière de consommer le manioc aujourd'hui, c'est ce que l'on appelle les cassadons. Les cassadons, là, nous, on mangeait ça quand on était petits. C'est, on fait bouillir les tubercules de manioc, on découpe et on laisse fermenter dans de l'eau. Une fois que ça commence à faire des bulles, on les mange. Et c'est l'intestin, c'est vraiment le champagne pour votre intestin parce que c'est déjà lacto-fermenté et c'est une bombe de probiotiques. Donc, les personnes qui sont faibles, qui ont des problèmes, mangez du manioc fermenté comme ça. Il est lacto-fermenté. Vous avez ce qu'il faut là-dedans en probiotiques. Et d'ailleurs, quand vous goûtez, c'est un peu acidulé, le goût acidulé. Et c'est quand c'est acidulé là que ça vous fait penser au yaourt. Donc, vous savez que, ah oui, c'est super. Moi, je conseillerais de manger les cassadans, comme on les appelait, 3 fois par semaine, parce que, et surtout le matin, c'est mieux, ou alors avant de se coucher. Parce que ça va réparer la flore intestinale. Et voilà, je vous ai dit qu'on allait commencer le fait de se réapproprier notre médication parce que l'alimentation et la médication, là, il y a un lien. Hein? Les anciens disaient que ton aliment soit ton remède. Donc, on ne va plus manger n'importe quoi comme ça, mais on peut faire en sorte que les choses soient bonnes. On a oublié les cassadans, aujourd'hui on les néglige, c'est comme un aliment du pauvre, alors que nos anciens savaient que voilà, ça leur faisait du bien. C'était bon, ça leur faisait du bien, il n'y a pas de honte. Vous remettez ça au goût du jour, donnez ça à vos enfants. C'est prédigéré, c'est très bon et ça fortifie le système immunitaire. Après, vous allez dire, les gens d'avant étaient vraiment solides et tout ça, ils ne tombaient pas malades tout le temps. Mais oui, parce qu'ils mangeaient. Ils mangeaient des choses qui étaient bonnes pour eux. Et c'est pas avec les cassadons que vous allez être constipé parce qu'en général, on garde les fibres qui sont dans les tubercules. Aujourd'hui, donc, notre civilisation abuse quand même pas mal la viande rouge et on voit que, ouais, depuis bien longtemps, la goutte, là, il y a même le nom dans ma langue maternelle. La goutte, c'est tout simplement l'excès d'acide urique qui s'évacue très mal. Donc, ça prouve tout simplement que dans notre gémotype là, on n'est pas habitué à manger la viande autant de fois ou aussi souvent. Quand vous avez une intolérance, au lieu de forcer votre ADN à l'accepter ou quoi que ce soit, quelque chose qui a mis des siècles à se faire, vous transportez une information génétique. C'est comme ça que quand on fait les tests, on se dit, ah tiens, on voit des traces de tel truc, on ne voit que dans le manioc ou dans le blé. Donc, elle a des ancêtres qui viennent, par exemple, d'un endroit où on mangeait du blé. Voilà. Mais là, ça a mis des siècles à se faire et vous venez comme ça saturer votre corps avec la viande rouge alors que on n'est pas à la base des gens qui mangent beaucoup de viande rouge. Les abus d'aujourd'hui, c'est aussi le poisson d'élevage, là. C'est plus dangereux que le porc industriel. Hein. Les poules d'élevage qui sont enfermées, c'est très dangereux parce que vous n'avez juste que la chair, le gros dindon là et tout, mais vous n'avez pas tous les nutriments qu'il faut. C'est comme si vous mangez de la mousse en fait. Donc les poules élevées en plein air vont être meilleures, elles vont courir et autres, et puis la chair va avoir plus de goût. Les nutriments également, elles ne seront pas dans le stress et
et puis facilement malades au point qu'on leur donne les antibiotiques, tout ça. Les conserves aux conservateurs. Bon, faites vos conserves vous-même. Je vais mettre les vidéos d'ici la semaine prochaine pour que vous puissiez voir comment c'est possible chez vous-même de faire vos propres conserves. Donc aujourd'hui, je vous ai dit, c'est vraiment possible de se nourrir avec 1000 francs par jour parce que je vais du principe que chacun d'entre nous a le potager. Je pense que vous avez suivi depuis le début. Donc, on va du principe que tout le monde a son potager et on veut réduire les dépenses de 70% minimum. Et les végétariens seront très contents. C'est ça. Également dans notre alimentation, il faut qu'on privilégie de manger les noix, que ce soit les noix de palmiste, les noix de cajou, les noix d'arachide, j'ai mis cajoux, n'importe quoi. Les graines de courge, le coco ou les tubercules de souchet. Là-dedans, j'aime beaucoup l'amandon de Badam. C'est négligé, mais c'est très nutritif pour les enfants, pour les adultes aussi, pour les femmes enceintes. C'est quelque chose qui est tellement riche en minéraux, on le néglige et ce sont des choses qui ne coûtent pas cher chez nous. C'est possible de les avoir là. Je me souviens que ça se vendait au lycée Mbalakov, j'apprenais là, ça se vendait là. Mais on n'achetait même pas puisqu'il suffisait de les ramasser, de casser. Donc, c'est juste par paresse que de temps en temps, une amie pouvait acheter comme ça coûtait pas cher. Donc, ça, en général, je privilégie ça pour le goûter avec la nutritionniste quand on travaillait. Les amandons, privilégier ça pour le goûter de 16 heures. 30 grammes, par exemple, pour les enfants, et puis les adultes peuvent aller jusqu'à 100 grammes. Vous pouvez faire des mélanges. Donc, ceux que l'on dit que le lait est votre meilleur ami, non, 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 vous n'avez pas besoin de ça, puisque vous aurez le calcium, le fer, toutes ces choses-là dans les noix. Les noix et les amandons. Les amandes, vous avez déjà tous ces oligo-éléments. OK? Les graines de courge, vous voyez bien le cucurbitacé. Les Camerounais appellent ça la pistache. On l'appelle malheureusement concombre, mais c'est pas des concombres du tout. C'est pas la même famille même. Alors, on va dans le pH du corps. Donc aujourd'hui, effectivement, on est vraiment à cheval entre la santé et la nourriture. D'accord? Donc le pH du corps, ce que l'on veut, c'est qu'il soit le plus proche de, comment dire, un peu au-delà des 5. Voilà. Pour ce faire, on ne veut pas quand même un corps basique, non. Il est acide, mais il ne faut pas l'acidifier plus parce que le pH, c'est comme le terrain. Ça emmène à un terrain favorable. On a vu la semaine dernière les terres sur lesquelles les plantes allaient le mieux pousser, tout ça. Voilà. Donc, le pH, votre corps, il va baigner, il baigne dans un liquide, il va baigner dans plein de choses. Et ce que vous allez apporter en aliment, ça va avoir une incidence sur le pH de votre corps. Donc, basique, plutôt l'acidifier encore plus ou essayer de rééquilibrer ça autour de 5,5, je crois. D'accord? Donc, les anticorps, là, ils sont comme une armée. Si notre armée gabonaise est habituée à se battre et excelle dans les combats en forêt, on va dire que ça, c'est son pH. Si vous l'emmenez au Sahara, eh bien, ces anticorps-là, cette armée gabonaise, elle va vraiment, elle va perdre le combat parce qu'elle ne sait pas comment marcher dans le sable. Elle ne sait pas comment marcher dans le sable. Et de même, si vous prenez les gens du Sahara, vous les emmenez au Gabon pour se battre, et chez nous, il y a les marécages, il y a la boue, ils ne sauront pas vraiment s'en sortir. Donc, le pH va créer un terrain favorable pour que vos anticorps soient très forts et au contraire, que ce soit donc défavorable à la maladie, parce que tout ce que je fais là, c'est juste pour vous montrer que notre manière de vivre aujourd'hui a fait de nos anticorps des fonctionnaires, un peu comme les fonctionnaires de la République. Ils ne savent plus faire grand-chose, alors que les anticorps sont notre armée et que ça doit nous aider, nous défendre face aux agressions extérieures et même internes. OK? Mais comme on est habitué aux médicaments, quand on a mal à la tête, on prend ceci, quand on a cela, on prend les médicaments, on prend les antibiotiques, tout ça. Malheureusement,
on tue donc les bonnes bactéries qui sont dans l'intestin, qui sont le siège de nos anticorps, et on les remplace par par des médicaments, par des molécules chimiques, et comment on appelle ça, qui sont, euh, qui sont fabriquées par la main de l'homme. Et malheureusement, eux, ils ne savent plus rien faire que de laisser leur bureau à d'autres et puis observer et tout ça. Donc, on va essayer dans notre alimentation de manger tout ce qui va nous aider à lutter contre l'acidose, à favoriser un système immunitaire fortifié. Donc, il faut manger des éléments alcalinisants, c'est-à-dire tout simplement, oh là là, désolé pour les fautes, hein, bon, les éléments alcalinisants, c'est-à-dire les crudités, donc les fruits, les légumes et le sel indigène. Je veux vraiment faire un aparté là-dessus parce que le sel indigène a une base est basique. Voilà, donc son pH est au-delà de 7. Le sel indigène est quelque chose qui permettait facilement la fermentation des aliments en nous parce que euh, comment on va dire, ce riche en minéraux que c'est avec son pH, ça commence à prédigérer les aliments. C'est pourquoi quand vous faites les feux de manioc avec le sel indigène, ça vous donne quelque chose qui ne ressemble plus au feu de manioc que vous mangez d'habitude. C'est complètement fin, fin de chez fin, ça les transforme quasiment en une pâte homogène. OK? Le sel indigène est très bon pour la santé. Vous pouvez essayer de le manger, surtout lorsque vous faites vos cures. N'en abusez tout de même pas, mais c'est quelque chose une fois par semaine, pourquoi pas? Ça peut vraiment faire du bien. Euh, les mucilages. Donc, les mucilages vont avoir une incidence sur le pH parce que les mucilages vont favoriser l'évacuation rapide de tout ce que vous avez mangé. Là, ça va vite sortir au lieu de favoriser, par exemple, qu'il y ait accumulation à un endroit et qu'après vous ayez du méthane, c'était quoi même? Hydrogène, méthane et puis il y a un autre gaz, je ne sais plus trop. Mais ces choses-là qui, quand c'est dans votre intestin et dans votre estomac, ça va créer des toxines. Ça crée des toxines. Voilà. Donc l'ODICA, c'est bon pour la santé, tout comme le gombo également. Euh, alors, ici, c'est vraiment des exemples de menus. Je vous donnerai ça plus tard, mais c'est encore là pour vous prouver que c'est possible pour vous de manger avec 1 000 francs par jour pour une famille de 5 personnes. Je vous donnerai le PDF si vous le voulez, mais c'est possible en respectant tout, c'est-à-dire avec votre potager là. Vous pouvez ne manger que ça et acheter par exemple votre avocat ou votre banane, votre sel, si vous ne le faites pas vous-même avec le céleri comme je faisais en France. Donc, il y a vraiment moyen de se nourrir et vous pouvez faire vos muesli, par exemple pour les enfants. Les muesli, c'est tout simplement la noix de coco. Vous prenez l'économe et puis vous l'épluchez. Ça va vous donner des lamelles de noix de coco. La banane, le maïs, vous faites vos muesli vous-même avec les fruits, les raisins secs et tout ça. C'est possible. Vous mangez vos œufs de votre poulailler. Et le maximum, vous aurez vraiment votre menu, c'est ça. Je disais aussi que dans l'alimentation par semaine, c'est bien de privilégier, de se dire, je vais donner 2 jours où je ne vais manger que des végétaux parce qu'il faut réadapter l'organisme à sortir du contexte de la viande, Vous avez 2 jours où vous mangez de la viande, donc poisson, poulet. Et comment faire votre poisson, là, j'en avais parlé, bon, c'était à l'émission de Malcolm. On avait fait passer une vidéo, je pourrais la remettre sur la page. Mais il y a moyen de faire votre poisson pour pas grand-chose à la maison. Vous avez votre poulet, votre poisson. Quoi de plus, vous n'avez pas besoin d'acheter forcément la viande rouge, ce sera à vous. Encore une fois, c'est un partage, c'est pas une obligation, c'est juste un partage nutritionnel. Ok? On va maintenant parler des huiles. Donc, nos anciens ne faisaient pas beaucoup de friture. La friture, c'est quoi? Lorsque l'on fait cuire quelque chose, moi j'ai grandi avec cette manière de cuisiner là. Vous voyez, l'huile commence à devenir noire, 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 noire. La fumée sort même déjà. Vous avez tout simplement transformé tout ce qu'il y avait de bon dans votre huile en
des choses toxiques que vous allez mettre dans votre corps. Et tout ça va aller où? Dans votre côlon. Quand on fait les légumes, les feuilles de manioc, là, il faut que quand on met ça fasse tchouaa. Vous voyez? Le poulet, tout ça. Moi, je dirais privilégier plutôt, comme nos anciens, le fumage. Vous voulez avoir le goût croustillant, le goût fumé. Fumez votre cuisse de poulet. Fumez-les et vous n'aurez pas besoin de friture. Fumez-les tout simplement ou séchez-les et vous verrez. Donc, les huiles qui peuvent supporter d'être cuites à haute température, c'est l'huile de palme et l'huile de coco parce que vous voyez comment les molécules de graisse sont assez grosses, elles peuvent supporter cela. Mais toujours est-il qu'on les dénature. Le plus je proposerais, pour une huile en général, elle commence à se dégrader, une huile avec du gras insaturé, ce sera à partir de 60 degrés, je crois bien. Voilà, 60 degrés. Mais pour l'huile de palme, l'huile de coco, je pense 100 degrés dans votre bouillon, ça peut aller parce que l'eau ne va pas au-delà de 100 degrés. Mais si c'est pour faire des fritures, vraiment, je suis contre, mais c'est à vous de voir. C'est ça. Donc, s'il est préférable de faire, j'ai vu une tante faire ça. Elle fait cuire ses aubergines, aubergines, oseilles, et puis c'est à la fin qu'elle rajoute l'huile. Et c'est correct. Vous avez tous les nutriments de l'huile là-dedans encore, et puis c'est bien. Donc, privilégiez les huiles, et effectivement, les huiles vierges de première pression. Vous pouvez les faire vous-même. Moi, je sais faire l'huile de palme. L'huile de palme va être super. Aujourd'hui, il y a une campagne contre l'huile de palme, mais il faut savoir que l'huile de palme, c'est riche, c'est beaucoup plus riche en bêta-carotène que la carotte. L'huile de palme, ça va fortifier notre système immunitaire. L'huile de palme est un remède à beaucoup de problèmes de santé en lui-même. C'est également un antipoison et ça favorise l'évacuation rapide aussi de vos aliments. Donc, l'huile de palme, tout comme le charbon, ce sont des antipoisons très puissants. Au Nigeria, c'est utilisé comme antipoison. L'huile de palme est vraiment bien. Le problème, c'est lorsque on fait de la grande culture d'huile de palme avec des pesticides et autres. Donc, malheureusement, non seulement ça tue les sols, ça tue toute la flore bactérienne du sol, ça va aussi polluer les nappes phréatiques et ça donne une mauvaise image à l'huile de palme. Voilà. C'est parce que c'est une bonne huile que c'est autant exploité. Mais beaucoup de personnes vont préférer l'huile d'olive et moi, je vous dis, votre huile de palme est beaucoup mieux que votre huile d'olive. Retenez juste ça. Et en plus, le bêta-carotène, là, on pourrait faire un live là-dessus entièrement. C'est pas le but, mais c'est vraiment riche. OK? Donc, il y a l'huile de soja qu'il faut prendre plutôt à froid. C'est riche en oméga 3, c'est pas mal, mais il faut prendre ça à froid et ça s'oxyde rapidement. Alors que l'huile de palme, l'huile de coco, l'huile d'avocat sont riches en vitamine E. Ça va pouvoir se conserver même tout seul, quoi. L'huile de graines de courge aussi, elle est très bonne, surtout pour les personnes qui souffrent des problèmes comment on va dire ça, des problèmes cardiovasculaires et aussi pour les chauves. Alors, on peut faire après des huiles aromatisées parce que ça, on va en parler, le romarin, le thym, tout ça, on en reparlera plus tard dans les plantes médicinales. Mais ça a son importance de manger avec les macérats comme ça. Manger avec des macérats de romarin. On les néglige des fois parce que les gens qui font les pizzas, en général, ils mettent des aromates là-dedans, dans l'huile de pizza, mais c'est complètement possible de faire ça chez soi. Euh, Ça, c'est encore des exemples de menus de midi que je vous donnerai plus tard en PDF là. Voilà. Alors, la loi de l'appétit, je tiens à vous le dire, à l'école de sommellerie, on l'étudiait très bien. C'est juste à savoir que ce qui va ouvrir l'appétit, ça doit être acide parce que l'acidité, ça va faire saliver votre palais. D'accord? Retenez ça. C'est pour cela que quand je fais les accords mets et vin, je vais, en fonction du mets, je vais choisir soit un champagne parce que je sais que c'est vraiment acide et puis l'effervescence va ouvrir l'appétit en fait sur le palais, tout ça. Mais quand il n'y a pas d'effervescence, vous allez prendre un Sauvignon ou un chenet là, ce sera très acide. Pas les chenets d'Afrique du Sud qui vont avoir un peu plus de sucrosité, mais les chenets de France là, les chenets secs, ils sont acides et assez agréables. Donc ça va ouvrir l'appétit. Alors, à la maison, qu'est-ce que vous pouvez faire?
comme entrée. Les carottes, c'est vrai, ça passe, c'est sucré, mais rajouter du citron sera mieux. Vous avez ces exemples-là où vous prenez, moi, mes préférés. Là, le poivron, voilà, le poivron, c'est plus riche en vitamine C que l'orange. Donc, prenez ça surtout à midi ou le matin, j'ai envie de dire, ou en fin de matinée, parce que c'est vraiment riche en vitamine C. Mais vous pouvez très bien faire avec les fruits de chez nous. Les fruits de chez nous sont très acides. Regardez les caramboles, là, vous faites une salade de ça. Celui-ci, qu'on appelle un tonkima, le bambou, pulba, qui sont des strychnos. Ici, vous avez les amandes. C'est souvent acide. Et puis là, l'imbolro, là, c'est bourou. C'est comme ça qu'on les appelle chez moi. Alors, on arrive à la fin de ça et à la fin de l'autosuffisance alimentaire et on va commencer avec le fait de se réapproprier notre santé, même si on a quand même bien patiné entre les deux. Et je voulais laisser ça à la fin. OK. Pour les desserts, moi, je préfère privilégier les digestifs. Surtout si vous ne prenez pas la voiture. Par exemple, vous pouvez faire votre propre alcool de menthe. Vous mettez ça sur quelques gouttes. Vous mettez quelques gouttes sur un morceau de sucre ou dans un verre d'eau. Vous buvez et puis ça va à la fin du repas. Sinon, privilégiez une infusion. Ça va faire du bien. Alors, on va regarder ici la valeur nutritionnelle. Oh, toi! On va regarder ici la valeur nutritionnelle de des feuilles de manioc. Pour 100 grammes, vous allez voir ce que ça rapporte. Donc, en énergie, donc en calories, pour 100 grammes, vous avez 140. Sodium, c'est là. Mais regardez la vitamine A. Vous avez 120%. Donc, les feuilles de manioc sont très riches en vitamine A. Vous voyez? La vitamine A, l'indication, c'est souvent le bêta-carotène, non? Donc, la couleur et tout ça, les carottes, l'huile de palme et tout. Mais les feuilles de manioc n'ont pas cette couleur-là, n'est-ce pas? Et pourtant, ça vous donne 620 pour 100 grammes, vous avez beaucoup de vitamine A et c'est très bon pour les yeux. Sauf que, comme vous voyez, les feuilles de manioc, il ne faudrait pas les manger tout le temps parce qu'un excès de vitamine A n'est pas bon pour le foie. Mais je vous dis, c'est très nourrissant les feuilles de manioc. Il n'y a pas besoin de rajouter trop de choses. Et regardez en calcium, c'est 20% d'apport journalier. Regardez pour 100 grammes de feuilles de manioc. En fer, c'est 20% d'apport journalier. Donc, c'est vraiment très bon pour la santé, les feuilles de manioc. C'est vraiment très bon. Et ça ne coûte pas cher. Alors, on commence maintenant aujourd'hui avec le fait de se réapproprier notre médication. D'accord? Vous connaissez les piliers. Je vous ai expliqué ça au début, que ce mouvement-là, il tend à se réapproprier notre environnement dans tous les domaines. Donc, au niveau de l'alimentation, au niveau de la médication, au niveau du logement et on verra plus tard le recyclage. Donc, on a fini avec l'autosuffisance alimentaire. Vous avez vu que c'est vraiment possible de manger local sans importer. Et vous avez donc très bien vu, et après, si vous voulez les PDF, je vous les donnerai. C'est vraiment possible de faire sa propre farine d'amarante, là, avec le folon, et vous serez vraiment tranquille. Ça peut aussi vous servir pour vos petits déjeuners, pour vos muesli, comme vous le voulez. Dans les exemples de menus tout à l'heure, vous allez voir à la place des cornflakes, mettez plutôt la purée de maïs, la purée de banane avec arachide. Il y a plein de choses que nos parents faisaient et c'était bien. Pensez au timba ou au cassadan. Pensez à la papaye, la banane. Les exemples de menus sont là. C'est travailler avec une nutritionniste et c'est vraiment possible de se nourrir de ça. Votre lait, il est végétal, il est bien riche en gras, très bien équilibré. Et que dire? Vous n'allez pas acheter votre lait, vous partez chercher le souchet tout simplement. Vous n'allez pas, ou bien les noix de coco. Donc, qu'est-ce que vous allez chercher à acheter si ce n'est pas genre le sel et peut-être votre viande et tout ça?
en ayant votre potager et puis votre poule sur un terrain de 30 mètres carrés, de 22 à 30 mètres carrés, comme je vous ai montré lors de du premier webinaire. OK? Donc, vendredi, donc après-demain, je vais faire un live sur ma page publique, à Bienheureuse du Terroir avec un petit D. Ça va parler tout simplement là d'investissement parce que comme on n'a pas assez de temps, je ne voulais pas finir, je ne pouvais pas finir ça aujourd'hui. Ça traite, c'est vrai, d'autosuffisance alimentaire, mais c'est surtout comment le côté économique, parce que on doit se réapproprier notre économie et je peux pas attendre après avoir fait tout ça plusieurs semaines pour parler du volet économique. Donc, on va l'attaquer vendredi sur ma page et je vais parler des problèmes qu'ont certains producteurs locaux, des problèmes qui me sont revenus. Ce sera assez interactif, donc je vous invite à être là vendredi. Et on va un peu écouter les uns et les autres parce qu'on doit se réapproprier notre économie. Il y a les gens qui sont au marché qui m'ont aussi parlé d'autres types de problèmes que les mamans gabonaises subissent et tout. On parlera de tout ça vendredi, ok? Ce sera à visage découvert parce que vous allez prendre la parole. Donc, on va commencer par quelque chose de très important, c'est par rapport aux os, ok? Pourquoi les os? Vous allez voir, parce que notre corps est fait surtout d'eau. On fait souvent la comparaison entre l'eau et la planète qui a 70%, tout ça. Vous voyez la répartition de l'eau dans le corps, les poumons c'est 90%, la peau c'est 82%, le sang c'est 80% d'eau, les muscles c'est 75%, le cerveau c'est 70%, le squelette est la matière la plus sèche du corps à 22%. Je voudrais ici attirer votre attention parce que on va rentrer là dans quelque chose et ne m'emmenez pas le nom à la SEG, mais on va parler de quelque chose d'assez sensible, ok? Donc, quand un enfant naît, il a plus de 90% d'eau. Et puis, quand on grandit comme ça, on a genre 70 à 80% d'eau pour un adulte. Quand on atteint 50 ans, on a 50% d'eau dans le corps. Donc, vous voyez qu'à mesure que l'eau baisse dans notre corps, on voit aussi que la vieillesse, les problèmes de santé apparaissent. C'est un fait vraiment qui se corrèle, ok? Il y a vraiment un lien entre la diminution de l'eau dans notre corps au fur et à mesure que l'on vieillisse et les problèmes. C'est comme si plus l'eau se vide en toi, plus tu vieillis, plus tu meurs aussi à petit feu. C'est tout simplement ça. D'accord? Alors, maintenant, on va parler de l'eau. Nous avons déjà vu dans les crimes rituels comment souvent quelqu'un perçait, avait le cerveau percé, perforé à des endroits où des fois c'était l'œil et autres. C'est parce qu'en fait, il y a une glande dans notre tête au milieu que l'on appelle, enfin, les gens qui sont ésotériques là, moi personnellement, disent que ça, vous voyez, que ça c'est l'œil de, je ne sais même plus si c'est Horus ou Osiris ou Isis ou Nephtali, je ne sais pas. Mais j'ai vu des signes ésotériques que non, c'est là, que ils appellent ça le troisième œil. Alors, la glande pinéale, c'est une glande, c'est la seule glande dans notre corps, c'est le seul organe qui n'est pas multiplié dans notre corps. On n'en a qu'un seul, un seul. Ne me parlez pas de zizi, tout ça, parlons de choses sérieuses. Parce que ça, c'est un exemple que quelqu'un a sorti une fois. Laissez. Donc, c'est vraiment le seul qui n'est pas multiplié selon les scientifiques. Dans les glandes, là, vous allez toujours avoir par deux, par deux, par deux. Et ici, en fait, il y a des pierres précieuses. Il y a une pierre précieuse, mais plusieurs fragments de cette pierre précieuse que l'on appelle l'apatite. Pour avoir fait du négoce de pierres précieuses en France, semi-précieuses et j'aime, je peux vous dire que l'apatite, c'est une belle pierre précieuse. Donc, dans la glande pinéale, il y a donc des cristaux d'apatite. Ces cristaux d'apatite-là, on dit des fois que les pierres précieuses sont des métaux. Je ne sais pas si vous avez entendu, je ne veux pas faire cette chimie-là, vraiment, voilà. La glande pinéale va avoir une incidence sur la sécrétion de plusieurs hormones qui nous sont vitales. Vous comprenez? Et cette glande-là, les mystiques vont l'appeler, la glande, vont l'appeler donc le troisième œil.
sauf que elle est détruite par la consommation d'une eau qui est riche en fluor. Et le fluor a été banni, en tout cas en France, au Canada, je pense, dans les années 80. Mais la première utilisation du fluor pour traiter les eaux remonte au temps des nazis. Ce sont les nazis qui emmenaient ça. Donc, oh là là, oh là là, ne quittez pas, c'est pas possible. Oui, allô? Ah, ok. Ouais, je descends, j'arrive. Bon, ne quittez surtout pas. Je dois ouvrir la porte et puis je reviens. Et on va parler de cette histoire de glande pinéale et de crimes rituels, s'il vous plaît. C'est pas de la politique, c'est nécessaire. Je suis là. Et voilà. Donc, on reprend. Alors, les nazis ont utilisé le fluor pour traiter l'eau, mais ce n'était pas pour traiter l'eau pour la rendre potable. Donc, le fluor est utilisé parce que c'est un moyen de manipulation des masses. Quand on met une certaine dose dans le traitement des eaux, ça rend la population docile parce que quand la glande pinéale est abîmée, la population ne peut pas se soulever facilement parce que ça conduit à une calcification de la glande pinéale. Donc, je ne sais pas si l'eau du Gabon est traitée avec du fluor. Je sais juste que dans les engrais, il y a des choses qui sont abolies depuis près de 40 ans qui sont utilisées, au Cameroun notamment, et aux Antilles aussi. Donc, je ne peux pas dire parce que toutes les fois que j'ai demandé, je n'ai pas eu de réponse. Peut-être que parce que quand vous posez les questions du style « J'aimerais savoir avec quoi vous traitez les eaux du Gabon », les gens commencent à se douter que ah, peut-être qu'elle veut savoir s'il y a du fluor ou la quantité de fluor et tout ça. Je n'en sais rien à ce jour, mais je sais juste que le fluor est utilisé pour détruire la glande pinéale parce que c'est une glande qui, quand elle est calcifiée, voilà, elle emmène à la docilité de la population. OK? Donc, les nazis l'ont utilisé dans les camps à Auschwitz. Et puis, il y avait un autre, bon, bref, je ne sais plus trop, puisque j'ai carrément le long documentaire. Ils l'ont utilisé pour avoir des prisonniers dociles et puis ils étaient un peu bébêtes, quoi. Ils savaient que c'était pas bien ce qu'ils faisaient, mais ils ne se sont jamais rébellés et pourtant ils étaient plus nombreux que les nazis qui étaient là. Ça veut dire que même avec les armes, ils auraient pu sortir d'Auschwitz ou quoi que ce soit, mais il a fallu la libération. Vous qui savez comment ça s'est arrivé, il a fallu la libération et puis les gens se sont enfuis comme ça. Mais ce sont plus la glande va être calcifiée, mais moi ce sera bien. Cette glande-là, elle a déjà à l'intérieur en fait du fluor, et sa quantité en fluor est similaire à celle des dents d'une personne âgée. Et elle est sensible au fluor, donc il n'en faut vraiment pas plus. C'est pourquoi il y a un gros débat en ce moment en France sur le fait que on donne encore aux enfants genre du fluor parce que bon, écoutez, c'est que c'est des lobbies. Moi, je vous donne juste cette information, comme je le dis. Ce mouvement est complètement apolitique. J'ai ma page privée pour faire ce que je veux, mais soyez juste informés que euh, le fluor, il a une incidence sur cette glande-là, que ça rend les enfants, c'est vrai, dociles, mais également lorsqu'il y a une trop, un peu plus, c'est-à-dire, il n'en faut pas beaucoup là. C'est des milligrammes dont je vous parle, mais ça suffit déjà à changer, par exemple, le sexe mental d'une personne également. C'est-à-dire que la personne
il peut avoir une incompatibilité entre le sexe physique de la personne et ce qu'il croit être. Donc, vous pouvez avoir des hommes qui pensent que ce sont des femmes, un peu comme ce que le micro-ondes va faire avec le plastique à long terme. OK? Tout ce que je vous ai dit là, tout comme le gluten ou plein d'autres choses, ce sont des choses qui vont mettre des dizaines d'années. Ça peut aller jusqu'à des dizaines d'années pour se révéler dans votre corps, la nocivité, quoi. Si ça se fait rapidement, c'est tant mieux pour vous. Vous préservez vos années et puis c'est traité rapidement. Sinon, voilà. Donc, les incidences, là, on les connaît pas. Ensuite, donc, on appelle aussi le troisième œil pour les ésotériques parce que les cristaux d'apatite qu'il y a ici vont capter les vibrations qu'il y a autour de nous. D'accord? Ça a une incidence également sur la vue. Donc, quand par exemple vous marchez, c'est au milieu du cerveau, quelque chose comme ça, ou sur le côté ou derrière un peu, je sais plus trop, mais quand vous marchez quelque part, vous sentez quelque chose. Aujourd'hui, c'est prouvé, donc c'est des vibrations que l'on ressent parce que dans l'être humain, il y a de l'électricité. Quand vous vous cognez le coude là quelque part ou le genou, vous sentez l'électricité, vous sentez la masse. On a de l'électricité en nous. D'ailleurs, on demande aux gens de ne pas trop consommer de l'eau ionisée, je sais même plus trop quoi, parce que l'électrolyte, ceci, cela, j'ai pas retenu tout l'enseignement, c'était compliqué pour moi, mais je sais juste que ça va avoir une incidence sur l'électricité qu'il y a en nous, ça peut changer les ions et autres, et puis c'est pas bon. Bref. Donc, ici, vous allez pouvoir sentir les vibrations, c'est-à-dire vos deux yeux regardent devant, mais quand vous marchez, vous sentez ce qu'il y a derrière sur le côté où vient le danger. C'est parce que comme dans l'air, il y a également de l'électricité statique, et qu'ici, vous allez avoir des cristaux donc de pierres précieuses là, ou de métal, si vous voulez. C'est ça qui va capter les vibrations. Les animaux vont avoir la glande pinéale très, très développés parce qu'ils l'ont exercé et qui travaillent vraiment avec ça. Pas forcément ceux qui mangent la terre, donc les serpents, tout ça, mais les animaux vont avoir la glande pinéale tellement développée que eux, ça va jusqu'aux yeux même. OK? Bon, c'était juste pour vous faire l'aparté. Maintenant, la différence entre les eaux. Vous allez voir, on va parler des eaux parce que je veux qu'on arrête aussi de s'intoxiquer avec les eaux. Je trouve ça assez aberrant qu'on ait des eaux qui viennent de France par avion, tout ça, parce que il faut essayer de limiter l'empreinte carbone. J'ai lu un document des missionnaires des années 1950 et il disait que la température maximale au Gabon était de 26 degrés dans les années 50. Aujourd'hui, le Gabon atteint 38 degrés et des fois 40 degrés. Donc, vous comprenez que cette histoire de couche d'ozone, les autres, c'est sérieux, c'est à prendre au sérieux. On doit limiter notre empreinte carbone. Au Gabon, on a des sources. Normalement, dans chaque province, on devrait trouver des sources. Il y a des cascades, il y a des chutes d'eau et on devrait pouvoir embouteiller sur place pour la population locale. Même de transporter ça du Haut-Ogooué en Nza ou finir toute l'eau de l'Éconie, là, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, comment est-ce qu'on fait la différence entre les eaux de source? Les eaux de source, donc, elles sont issues d'une source non polluée, d'accord? C'est surtout on va pas admettre beaucoup de traitement. Elle doit être embouteillée sur place et on accepte juste que ce soit aéré, décanté ou filtré, juste pour stabiliser les éléments instables comme le gaz, le fluor, le fer. Ça va contenir en général moins de 500 mg par litre de matière dissoute, autrement dit les sels inorganiques, calcium, magnésium, sodium. Et en général, l'eau de source, elle n'a pas besoin d'être puisée profondément dans la terre, d'accord? Alors que avec l'eau minérale, c'est une eau qui vient d'une source approuvée. Et en général, la couche souterraine est beaucoup plus profonde que celle de l'eau de source. Elle va contenir donc plus que 500 mg par litre de matière dissoute, donc 500 ppm là. Et cette eau-là, en général, elle est déconseillée pour une consommation fréquente. Il faut privilégier l'eau de source
parce que l'eau de source ne contient pas autant de minéraux. Les minéraux vont donner les calculs rénaux et plein d'autres calculs, donc des cailloux dans certaines parties de votre corps, même dans la bile. Et en France, par exemple, pour qu'une eau soit dite minérale, il faut que ça ait un apport au niveau de la santé. Donc, montrer que, bah oui, il y a des minéraux là-dedans, c'est bon pour la santé, le calcium et tout ça. Regardez, il y a plus de 500 milligrammes par litre et tout. C'est ça. OK? Donc, la différence entre les deux eaux, c'est vraiment déjà euh, les matières dissoutes et la nappe souterraine. Voilà. Donc, tout comme l'eau de source, on n'accepte pas de traitement. Parce que dès qu'il y a un traitement autre que l'aération, la décantation, on ne l'appelle plus eau naturelle. Non, elle perd l'appellation eau naturelle. Alors, la différence maintenant entre ces eaux et l'eau gazeuse peut être issue d'une source ou pas. On va rajouter du CO2. 90% pardon, des eaux gazeuses, c'est par ajout de CO2. Ça peut être l'eau de pompe qu'on a rajouté le CO2 comme ça, à laquelle on a rajouté du CO2. Et si vous voulez savoir si une eau est gazeuse, à l'école de sommellerie à Bordeaux, on nous disait ça. Il faut que ce soit écrit eau naturelle, naturellement gazeuse. Il faut que vous voyez ça. C'est comme ça que vous allez décortiquer l'étiquette et savoir que c'est une eau qui est naturellement gazeuse. C'est pas juste l'ajout du dioxyde de carbone. OK? Maintenant, les eaux curatives. Donc, au Canada, on a la Benakis qui va être très saline. En France, on a l'Épar qui est une eau magnésienne qui va être bonne pour le transit, là. Sans trop abuser. Et puis, on a l'hydroxydase qui est la totale. Pour les personnes qui sont en France, je vous dis, je ne suis pas sponsorisée par qui que ce soit. C'est vraiment mon partage à moi que je vous fais. Voilà. Donc, je vais vous parler de l'hydroxydase parce que c'est une cure que j'ai faite moi-même. Je la faisais régulièrement. Ma maman aussi quand elle était à la maison. Pourquoi? Parce que voilà, les oligols à l'intérieur sont déjà ionisés, donc ils sont biodisponibles pour nous. Ça va faire beaucoup de choses. Ça va remplir les carences, ça va détoxiquer l'organisme, ça détruit carrément les toxines, ça les élimine par diurèse, ça évite l'intoxication due à une alimentation riche, au surménage, à l'inactivité. C'est bon en constipation, c'est vraiment super contre les rhumatismes. Donc, c'est comme une cure thermale que vous allez boire tous les jours. En pharmacie, ça doit être, vous avez peut-être 24 bouteilles. Je sais plus trop. Je dis 24, mais je ne sais plus. En tout cas, c'était moins de 30 euros. C'était moins de 30 euros. C'est lourd. Donc, allez-y avec un caddie quand vous allez en pharmacie, vous demandez hydroxydase. Voilà. Et en cas de régime minceur aussi, toute seule, vous pouvez perdre entre 2 et 4 kilos au bout de 3 semaines en général. Pour des cures ponctuelles, là, c'est 3 semaines. Mais si vous rajoutez avec un autre traitement pour perdre du poids, vous allez avoir des résultats beaucoup plus spectaculaires. Bon, on va maintenant parler il y a l'eau déminéralisée, juste pour que vous sachiez. Donc ça, c'est l'eau du réseau qui a subi un traitement. On lui a enlevé les minéraux, tout simplement. Les grandes compagnies comme Coca-Cola, aujourd'hui, l'eau est un enjeu. Donc Coca-Cola, ici au Canada, il y a Aquafina. Nestlé fait Pure Life. Coca-Cola, sa marque, c'est Dasani. Et c'est justement de l'eau du réseau, là, du réseau, donc l'eau de la pompe qu'ils prennent et puis ça a moins de 10 ppm de matière dissoute, donc c'est vraiment rien du tout. J'ai envie de dire, et ce sont des eaux qui coûtent cher, c'est pas donné. Voilà. Donc l'eau distillée, c'est obtenu par évaporation puis par condensation. L'eau purifiée, elle a été vraiment désinfectée, tout ce que vous voulez là, et elle contient pas beaucoup de matériaux dissous. C'est c'est cette eau-là, l'eau distillée, l'eau purifiée, on l'utilise beaucoup pour les fers à repasser au Gabon ou pour les pays qui ont beaucoup de calcium, tout ça, parce que ça ne va pas obstruer les trous du fer à repasser pour faire sortir la vapeur. Ici, on a de l'eau glaciaire, c'est tout simplement une eau qui est issue d'un glacier qui fond, mais ça doit toujours être conforme à l'eau naturelle, à cette appellation, donc pas de traitement si ce n'est la décantation, la filtration. Alors, les étiquettes, en général sur l'étiquette là, vous devez retrouver l'emplacement géographique de la source souterraine,
la date de péremption, oupsie, 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 la date de péremption, et puis les résultats d'analyse chimique, par exemple la quantité de minéraux. Sinon, tout autre traitement subi. Après, je vous ai mis ici en vraiment une phrase pour que vous modériez la consommation d'eau minérale. Ce n'est vraiment pas bon pour une consommation courante. Privilégiez plutôt l'eau de source, d'accord? Trop de minéraux, ça emmène les calculs rénaux et c'est pas bon. Si vous avez un système immunitaire faible, essayez de le fortifier avec l'hydroxydase. Si vous ne l'avez pas, prenez une eau qui est purifiée parce qu'au moins, il n'y aura pas d'agents pathogènes et autres et on ne sait pas pourquoi votre système est faible. Peut-être que vous n'avez pas du tout besoin de minéraux, mais juste d'une eau qui soit propre et c'est ça. Donc là, on voit encore l'eau dans le corps, chez l'homme, chez la femme, tout ça. La consommation annuelle, ça c'est important parce que quand on va passer à la notion de logement, récupération, traitement des eaux, vous allez comprendre comment la douche, les toilettes, ça consomme beaucoup. Pourquoi je vais vous montrer des alternatives, genre toilettes sèches, tout ça, tout ça. Faudra pas rire, mais au moins, peut-être que je reprendrai cette image-là pour vous montrer. On arrive presque à la fin. Donc, dans le monde entier, 70% de l'eau là est consommée pour l'irrigation. Et je vous dis encore, si vous voulez, pour vos plantes, arrosez-les surtout avec de l'eau de pluie. Vous pouvez la filtrer si vous voulez. Il y a une vidéo sur ma page. J'ai programmé, je pense, la publication pour aujourd'hui, sinon demain, où vous apprenez à faire votre propre filtre à eau gratuitement à la famille. C'est gratuit de faire la filtration de son eau. OK? Abonnez-vous à la page La Bienheureuse du Terroir parce que je poste des choses comme ça que je sais que ça peut vraiment aider beaucoup de personnes. Et le charbon, on en a à foison, le sable, on en a à foison, le calabat peut remplacer la roche volcanique et vous verrez. Les grillages, vous pouvez prendre le grillage anti-moustique là, c'est ça. La dame, elle explique bien comment elle fait ça. Alors, moi, je vous remercie pour votre attention, d'accord? Et je tiens ici à vous faire un témoignage personnel. Navré de vous bassiner encore les oreilles avec, mais ma maman avait été diagnostiquée en fait d'un cancer en 2016. Elle a eu une opération, une chimiothérapie. La chimio n'a pas marché. Et les médecins nous ont informé alors qu'on faisait la fête à la fin comme ça que on l'a opéré à nouveau, on n'a rien vu. Ils nous ont informé que il y avait récidive dans les derniers traitements. Ils ont dit on lui donna peut-être 1 mois à vivre parce que la maladie évolue d'une manière qu'on ne comprend pas. Et quand on regardait ma maman, elle n'était pas aussi maigre que dans les derniers temps. On n'arrivait pas à croire. Moi, j'ai parlé avec le médecin. Il a dit, il ne sait même pas si elle va survivre à la première dose de chimio parce que déjà, elle supportait très, très mal la chimio. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Les faibles connaissances que j'avais en plantes médicinales de chez nous, je les ai prises et ça a aidé maman énormément. De quelqu'un qui devait vivre 1 ou 2 mois, elle est quand même restée avec nous 11 mois. On a dû changer toute son alimentation. J'ai contacté un autre tradithérapeute qui est aux Caraïbes et certains survivants du cancer qui m'ont dit ce qu'il fallait faire. Mais quand une personne a déjà subi la chimio là et que vous voulez revenir au traitement naturel, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Et vu comment maman a souffert dans les derniers temps, je me suis dit, à la limite, j'aurais même pas dû l'aider parce que ça a été 11 mois, elle a été présente avec nous, mais les 4 derniers mois ont été très, très difficiles parce que la chimio avait abîmé complètement toutes ses défenses immunitaires. Il fallait qu'elle laisse un repos de 18 mois minimum. Et puis, les 18 mois n'étaient pas arrivés, il y avait eu la récidive. Tout ce qu'on lui donnait, à la limite, elle était faible de chez faible et c'est ça. Donc, en changeant l'alimentation, ça peut aider. Peut-être que nous, c'était juste 11 mois qu'on a pu retenir notre maman sur place. Mais moi, je le dis aujourd'hui, c'était une prise de conscience. C'est ma résilience à moi de vous partager toutes ces choses par rapport à l'alimentation. Le fait de maîtriser même notre économie, c'est pour qu'on ne puisse pas tomber dans ce qu'on nous impose. À savoir, moi, je suis allée un jour à Super Gros. Et puis là, j'ai vu des gros paquets de cornflakes. Mais c'était à des prix défiant toute concurrence. Genre je sais même pas si ça faisait 2000 comme ça.
Je me suis dit, mais comment ça? Moi, j'ai fait du transport, j'ai fait du transport par conteneur, par avion, fret aérien, fret maritime, de nourriture, de vin, de ce que vous voulez. Ça ne peut pas arriver ici à Soko. Et nous sommes en plus producteurs de maïs, tout ça, on avait 222 hectares à l'époque en France. Donc, je suis repartie en France, j'ai regardé, cette marque-là n'existait pas en France, pourtant c'était bien fabriqué en France quelque part. Donc je dis, je parle pour nos enfants, c'est pas la politique que je fais ici, c'est vraiment la santé, c'est quelqu'un qui a dit, ok, j'ai peut-être perdu un membre, je ne sais pas trop pourquoi, même si j'ai ma bonne idée là, mais ce que je peux faire, je vais le faire. Et si ça peut sauver d'autres personnes, ce sera tant mieux. Il y a des choses que l'on fabrique uniquement pour l'Afrique. Il y a des choses que l'on ne fabrique que pour l'Afrique. Vous prendrez le même cérélac, vous allez voir dans les magasins en France que ce n'est pas la même composition, ce n'est pas pareil. Et il y a certains maïs qui sont transgéniques, donc OGM, des choses bourrées d'OGM qui sont des expérimentations qu'on nous envoie à nous. Mais les OGM, ce qui fait peur, c'est que on ne connaît pas jusqu'où va sa nocivité parce qu'on sait que ceux qui ont vu l'exposé de la semaine dernière, vous savez maintenant que les, 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 les nutriments que vous donnez à vos plantes qui sont déjà ionisés là, ça va directement dans votre sang. Donc, si vous mangez du bœuf aux hormones, ne vous étonnez pas que vos enfants ressemblent aussi à des bœufs aux hormones, pardon. D'accord? Ne vous étonnez pas de ça. Et je dis encore, en changeant l'alimentation, j'ai contacté l'association des survivants du cancer en France. Avec ma sœur, maman était jusqu'en Allemagne, on a eu nos choses et tout ça, mais tout ce qui avait pu marcher avec les autres, elle avait déjà eu la chimiothérapie, c'était, comme on va dire, c'est l'enfant qui voulait croire. L'enfant qui voulait croire. Mais on l'a quand même gardé 11 mois avec nous, donc presque une année. Mais elle souffrait trop, elle a préféré partir. Donc vraiment, si l'alimentation, prenez ça vraiment dans vos têtes. Moi, j'ai eu un malheur, quelqu'un qui est parti trop tôt, qui ne verra même pas comment peut-être sa fille, elle n'aura jamais vu comment moi j'ai été dotée, alors que je rêve d'être dotée un jour. Maman ne verra pas ça. Donc, si vous, ça peut vraiment vous aider à garder vos proches, commencez même très tôt avec vos enfants. D'accord? Voilà ce que j'avais à vous dire. Et évidemment, le lait maternel, on ne dira jamais assez. Je ne vais pas vous prendre plus de temps. Ça fait maintenant 1 heure qu'on est là. Et je vous remercie vraiment pour votre attention. Je vous invite encore à visiter ma page, à partager, parce que tout ce qui concerne ce projet de réappropriation a besoin de capital humain. J'ai besoin de tout le monde et j'espère vraiment vous rencontrer vendredi. Dites-moi l'heure qui vous arrange. Moi, je me dis 13h30, heure de Montréal, donc 19h30 comme ça. Si c'est 20h, ben on met ça à 14h, d'accord? Et je vais publier demain l'heure de rencontre et tout, on va pouvoir parler des problèmes qui nuisent à notre essor à tous vers la félicité au niveau de l'industrie agroalimentaire. Comment est-ce qu'on peut faire pour se réapproprier notre économie aussi? OK? Donc, moi, je suis la bienheureuse du terroir. C'est mon nom de plume et je tiens à faire la différence entre ma vie engagée et ma vie à l'extérieur. Donc, ce sera comme ça pour les réseaux sociaux. Je suis pas sur Twitter, donc c'est uniquement Yes, yes, we know, ça c'est sur Facebook ou la bienheureuse du terroir avec un petit dé. Mon email est là et je suis disposée à répondre à toutes vos questions. Maintenant, je vais au boulot. Donc, je vous remercie. Bisous. Alors, arrêtez le pas.